Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous allons maintenant parler d'une enquête absolument inédite, édifiante. C'est l'enquête de David Dinota, romancier et auteur de ce livre « J'ai exécuté un chien de l'enfer », rapport sur l'assassinat de Samuel Paty aux éditions du Cherche-Midi. Alors demain, comme vous le savez, dans toutes les écoles de France et de Navarre, on va observer une minute de silence pour commémorer, pour célébrer l'assassinat, la décapitation de Samuel Paty. Une minute de silence, et le ministre Jean-Michel Blanquer a averti que s'il y avait des troubles lors de cette minute de silence, il serait sanctionné. Eh bien, tout ça est bel et bien, mais justement, on va parler d'un autre silence, et c'est le silence, effectivement, qui a entouré et qui a peuplé et qui a irrigué de la manière la plus vile cette affaire. Et David Dinota, vous avez fait un livre remarquable avec ce titre « J'ai exécuté un chien de l'enfer ». Je rappelle que c'est le Tchétchène qui a exécuté Paty qui l'a tweeté, je crois, c'est bien ça. C'est ça. Voilà, en disant, voilà, dès qu'on fait ça, d'ailleurs, ça rappelle tout à fait les frères Kouachi après Charlie Hebdo, le prophète est vengé, voilà, enfin, on connaît, c'est pas nouveau. Bon. Ce qu'il y a, ce que vous racontez, c'est l'enchaînement, et quand vous citez Kafka et le procès, c'est proprement kafkaïen. Et je voudrais vraiment qu'on raconte ça, parce que j'en se rappelle, voilà, le professeur décapité, on a vu les images atroces, on a vu tout cela, et puis après, bon, on a vu aussi que même à Conflans-Sainte-Honorine, le collège refusait de se faire appeler Samuel Paty. Il y a eu d'autres collèges et d'autres principaux qui ont eu le courage de le faire, mais pas à Conflans-Sainte-Honorine pour le moment. Au fond, ce déroulement, et le romancier que vous êtes, c'est un récit réel. Comment peut-il s'articuler? Comment s'articule-t-il? Vous avez raison d'insister sur le fait que je sois romancier. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit d'inventé dans ce livre, mais mon parti pris, c'était de suivre l'itinéraire singulier d'un homme lors des 2 dernières semaines de sa vie, de comprendre de l'intérieur le cauchemar dans lequel il avait été placé, dans lequel il avait été fait prisonnier en quelque sorte, et de suivre la logique de ce cauchemar jusqu'au bout. Donc, mon point de vue, c'est pas le point de vue de l'institution. Mon point de vue, c'est le point de vue de cet homme si singulier qui est passé quand même de cette trajectoire incroyable qui vous fait passer d'une rumeur infondée créée par une élève qui n'était pas dans la classe. Qui n'était pas dans la classe, oui, vous le rappelez. À la décapitation d'un homme. Donc c'est cette trajectoire que j'ai voulu restituer. Et tout cela en quelques jours, faut le rappeler. Absolument. C'est pas quelque chose qui a duré longtemps, parce qu'il y a des choses qui se passent. Là, absolument, là, c'est décision, exécution. Alors, allons sur le cœur du sujet. Avec plaisir. Et ce qui est incroyable déjà, donc on commence, voilà, une élève qui dit, je rappelle, il dit oui, il nous a montré le prophète nu, il a montré les caricatures, et il nous a dit, écoutez les musulmans, sortez, etc. Et le père fait effectivement ce qu'il a à faire, les tweets ou les proclamations, etc. sur Facebook. Allez, on dirait pas le djihadisme, mais enfin, l'islamiste un peu radical, donc c'est Frioui, renchérit, voilà. Et puis, comment réagit, justement, dès le départ, la hiérarchie, c'est-à-dire la hiérarchie de l'éducation nationale et du collège? D'une certaine manière, tout est là. Vous avez raison de poser cette question, parce que Samuel Paty fait l'objet de 2 premières accusations. D'abord, l'élève qui n'est pas dans la classe et qui dit cette chose. Qu'est-ce qu'elle dit, l'élève? Elle dit, vous savez quoi? Alors, elle est interviewée par l'islamiste. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, écoutez, Samuel Paty a désigné les musulmans parce qu'ils étaient musulmans, et il les a exclus de la classe. En quelque sorte, il a organisé une sorte de mini-rafle du Veldiv. Alors ça, elle y tient beaucoup à cette version, et cette version, ce mensonge éhonté, sera repris immédiatement par les islamistes, dont le fichier S dont vous avez fait allusion. Oui, qui était fichier S. Le fichier S est très connu, c'est Frioui. Et évidemment, ce mensonge sera énoncé, répercuté sur les réseaux sociaux. L'un des mystères sur lequel j'ai buté au départ, c'est pourquoi, au moment où l'enseignant est en butte à cette campagne de haine orchestrée par des islamistes, pourquoi l'administration choisit, alors qu'elle en a la possibilité, c'est-à-dire qu'elle sait très bien que l'élève n'était pas dans la classe, pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas à la cohorte des offensés, écoutez, cet élève ment,
C'est aussi simple. Cet élève n'était pas dans la classe, cet élève ment. Les élèves qui étaient dans la classe ont dit exactement le contraire, à savoir que le cours s'est bien déroulé, qu'il n'y a eu aucune stigmatisation et que l'ambiance était très bonne. Alors, il s'est passé ces choses très curieuses qui pour moi étaient vraiment un mystère, une vérité très inconfortable, mais j'ai essayé de ne pas les éviter, ces vérités inconfortables. C'est que l'administration choisit d'adopter, et ça c'est un paradoxe qui est au cœur de mon livre, la version de l'élève qui n'était pas dans la classe. Autrement dit, la version de la menteuse qui consistait à dire « effectivement, vous avez offensé votre classe ». Et elle demande à Samuel Paty de s'excuser. Alors là, on arrive au fin du fin. C'est ça qui est c'est ça qui est ahurissant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a, au lieu de dire... Vous savez, on parle souvent de lâcheté. Mais la lâcheté, c'est quoi? La lâcheté, ça consiste à s'en prendre à celui qui est agressé par peur de s'en prendre à ceux qui agressent. Alors on s'est dit, on va recadrer le professeur, on va lui expliquer qu'il a fait une erreur, qu'il ne maîtrise pas très bien la laïcité, comme ça, dans l'espoir, en quelque sorte... Que ça va calmer le jeu. Que ça va calmer les excités et les offensés professionnels. Bon, c'est le calcul. Est-ce que ce calcul a payé? Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, il a énormément vulnérabilisé le professeur, à tel point qu'on a cru le dossier traité et on connaît la suite. C'est, écoutez, toute proportion gardée, parce qu'effectivement, ne parlons pas de Raoul du Veldiv comme ils l'ont fait eux, et ne parlons pas de Juif, mais la phrase de Churchill, vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la décapitation. Phrase magnifique. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais alors, toujours le problème quand on n'affronte pas les ennemis. Et Samuel Paty a cru lui aussi, à votre avis... à faire parler, en disant oui, écoutez, j'aurais peut-être pas dû faire ça, parce qu'il a fait, et il a pensé qu'il allait calmer le jeu. Alors, aussi, oui. C'est là où il faut être chronologiquement très précis. Ouais. Parce que vous avez raison, ça s'est passé très vite, mais en même temps, chaque jour était très important. Le premier jour, le 6 octobre, sa principale, et je n'accuse personne dans ce livre, c'est pas des attaques personnelles, mais en tout cas, la principale, c'est-à-dire la représentante de son institution, lui demande de présenter des excuses. Donc on voit déjà tout de suite le tropisme de l'éducation nationale. Dès le premier jour, dès qu'il y a eu... Voilà, qui pose le professeur en... accusé en quelque sorte, puisque c'est à lui de présenter des excuses. Mais des excuses à propos de quoi? À propos d'un malentendu créé par une élève qui n'était pas dans la classe, d'accord? Et qui disait... vous avez pris en chasse ou vous avez stigmatisé les musulmans. Donc il dit, écoutez, je n'ai pas stigmatisé les musulmans, donc il s'explique, il est prêt à s'excuser. À s'expliquer en tout cas. Ça ne vaut absolument pas confession de racisme ou de non-maîtrise de la laïcité. Simplement, c'est quelqu'un qui veut travailler calmement, clairement. Sur la liberté d'expression. Voilà, exactement. Et donc, il explique, il y a eu ce malentendu créé par une élève. Bon, après, la deuxième excuse est beaucoup plus grave, parce que c'est celle que lui demande son administration. Et c'est là où il dit non. Si vous voulez me faire porter le chapeau, si vous voulez me dire que me faire confesser une faute que je n'ai pas commise, c'est-à-dire choquer mes élèves qui étaient présent, alors là, non. Alors, David Dinota, on va continuer après les informations et avec les auditeurs du Sud Radio à parler de cette terrible affaire. Et samedi, cela fera 1 an que le professeur Samuel Paty a été décapité. On en parle jusqu'à 14h et on parle de ces lâchetés qui entourent l'affaire. Vous nous appelez au 0826 300 300. J'ai exécuté un chien de l'enfer. C'est le rapport sur l'assassinat de Samuel Paty qu'a écrit David Dinota. Et il met ce livre à juste titre sous le patronage de Kafka. Kafka, vous savez, le procès que je vous convie de lire et de relire parce que c'est un chef-d'œuvre. Et voilà, ça s'est aussi passé comme ça et David Dinota le montre. Et il le montre, on a parlé des hiérarchies. Et on va parler des collègues, de certains collègues de Samuel Paty. Après cette histoire, je vous lis David Dinota. Voici ce qui est écrit que vous citez. Non seulement notre collègue a desservi la cause de la liberté d'expression, il a donné des arguments à des islamistes, il a travaillé contre la laïcité en lui donnant l'aspect de l'intolérance, mais il a aussi commis un acte de discrimination. On ne met pas des élèves dehors, quelle que soit la manière, parce qu'ils pratiquent telle ou telle religion, parce qu'ils ont telle ou telle origine, réelle ou supposée. Mon éthique, dit le professeur, m'interdit de me rendre complice de ce genre de choses. Ouais. Alors là, c'est la totale. C'est la totale. C'est probablement une des phrases qui a été la plus douloureuse à vivre pour Samuel Paty. Il en parle. Hein. Il est absolument choqué que ses élèves ne le soutiennent pas et suppose et laisse flotter dans l'air l'idée qu'il serait effectivement raciste. Et je crois qu'il était, puisque je parlais de cauchemar au départ, je crois qu'il était face à 4 types d'accusations. Il y a l'élève qui n'est pas dans la classe et qui prétend qu'il est islamophobe.
Il y a évidemment la campagne des islamistes qui ne sont que trop contents de relayer ce mensonge. Il y a la non-solidarité de certains. Et là, il ne faut pas généraliser, bien entendu, il faut être prudent, de certains collègues antiracistes, entre guillemets, qui se déclarent comme ça et qui laissent flotter la véracité de cette rumeur. Et puis, bien sûr, il y a l'attitude de l'éducation nationale, donc ça fait beaucoup pour un seul homme. Oui, c'est sûr. Il s'est senti un peu quand même légèrement abandonné, si on peut dire, et c'est une litote. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est le non-dit, on l'a vu après, vous parlez dans votre livre de ce sondage IFOP, et qui dit notamment sur les conséquences, et comment les jeunes ont jugé, etc. Et on le voit très bien en disant, mais écoutez, il n'y a pas de problème, l'histoire de la tolérance va être là, quelle tolérance, oui, peut-être que les professeurs n'auraient pas dû faire ça. Et quand même, David Dinota, vous le dites, en fait, ce que ça amène, c'est l'autocensure de beaucoup de professeurs qui vont se dire « je ne veux pas subir le sort de Samuel Paty », et on les comprend. Le plus gros symptôme du non-soutien ou de la bienveillance truquée de l'éducation nationale, c'est l'autocensure. Vous savez, lorsque Samuel Paty... Les plaisanteries sont toujours très importantes parce qu'elles disent la vérité sur le pouvoir. Et lorsqu'il a dit un certain nombre de plaisanteries que j'ai voulu restituer parce qu'elles sont très belles et très intéressantes. Tout authentique, hein, vous avez choisi. Tout authentique, absolument. Authentique, oui. Mais tout est authentique, il n'était pas question d'inventer des choses. D'ailleurs, j'ai même supprimé des choses lorsque je n'étais pas absolument sûr. D'accord. Non, lorsqu'il dit, bon, ok, on dépêche un inspecteur de la laïcité pour moi, ok, j'ai compris, je parlerai plus de Charlie Hebdo, je parlerai, rappelons, petite parenthèse dans la parenthèse, que c'était parfaitement au programme, hein, c'est pas une provocation de Samuel Paty, c'était au programme et il a appliqué le programme, hein, expliqué, contextualisé la caricature de Charlie Hebdo. Mais lorsque on lui dépêche un inspecteur de la laïcité, il dit ok, j'ai compris, l'année prochaine j'étudierai la censure en Chine. Donc voilà, il est parfaitement lucide sur ce qui est en jeu. Et justement, cette espèce d'extraordinaire... on a vu les conséquences. Regardez, vous parlez du CNRS qui dit l'islamo-gauchisme n'existe pas. En fait, il y a une alliance entre guillemets, des étiquetés antiracistes, en fait, qui sont des racistes à géométrie variable. Alors, vous avez tout à fait raison, parce qu'au moment où les intellectuels se posaient ce grand débat, est-ce que l'islamo-gauchisme existe ou pas, le réel avait déjà répondu. Il ne faut jamais oublier que l'islamiste Sefrioui a utilisé des arguments décoloniaux, antiracistes entre guillemets, décoloniaux de type l'État français est raciste, de type la laïcité systémique bien entendu, de type quand on défend la laïcité, en fait on ne le fait que pour s'en prendre aux musulmans. Donc tous ces arguments étaient portés par Sefrioui. Donc cette collusion objective de fait entre l'islamisme et ses arguments, eh ben, c'est ce qui a précipité la mort de Samuel Paty et certainement la campagne de haine. Donc si vous voulez, on peut toujours raisonner dans l'abstrait, mais je trouve que le réel a plus à nous apprendre que ces réflexions très abstraites. Quand le réel frappe à la porte, effectivement, il n'est pas mal de l'entendre, mais beaucoup de gens préfèrent surtout se boucher les yeux et les oreilles. C'est ça. Le réel, ça n'existe pas. Je crois que le déni dans une certaine partie de ce champ politique est une habitude et oui, une spécialisée maison, je dirais presque. Sauf qu'il devient une métastase à un moment donné. Hein. Enfin, on verra. Mais juste là-dessus. Et alors, en fait, on sait, vous en parlez un peu, l'assassin tchétchène, Abdullah Kanzorov, il a entendu ça par les réseaux sociaux, lui. C'est ça. Il a tout à fait été... il était au courant, et puis il a contacté le père, Brahim Shnina, de façon à avoir l'adresse, et puis il n'avait pas la description physique du professeur, donc c'est pour ça qu'il s'est rendu sur les lieux et qu'il a attendu et qu'il a questionné, qu'il a financé, monnayé cette information auprès des élèves. Cette histoire extraordinaire quand même, ça c'est, vous le mettrez dans un roman, vous ne croirez pas. Exactement. Qu'il aille voir, il dit bon alors Samuel Paty, il est comment, qui c'est, etc. Je vous donne 300 € si vous me dites si c'est lui Samuel Paty ou pas. C'est ça. Mais c'est hallucinant. Ça. Moi, honnêtement, je suis d'accord avec vous, mais je crois que c'est la réalité aujourd'hui, et qu'il faut l'énoncer tout simplement. Oui, évidemment, on peut dire les élèves ne savaient pas évidemment ce qu'il allait faire, mais enfin quand même, allez, je te donne 200 €, allez dis-moi qui c'est pas mal. Il parlait de châtiment quand même, hein. Donc un châtiment, ils étaient très curieux de voir quelle forme prendrait ce châtiment. Et alors, David Dinota, au fond, donc Samuel Paty était forcément coupable.
Et il y a quelque chose avec Kafka, comme le Joseph K. Du procès de Kafka était forcément coupable. Et il est tué comment, le Joseph K? Mais vous savez, le parallèle avec Joseph K, c'est pas juste un petit raffinement littéraire. En fait, il a un enjeu très profond. C'est que vous racontez pas du tout la même histoire si vous pensez que ce qui est à l'origine de l'histoire, c'est une faute pédagogique. Ce qu'on tend à faire lorsqu'on dit que le meilleur hommage qu'on pourrait faire à Samuel Paty, c'est de mieux former les enseignants. Et alors, lorsqu'on superpose ces deux problématique, c'est-à-dire mieux former les enseignants, ce qui est une platitude évidemment. Personne ne veut moins bien former les enseignants. Bon. Et Samuel Paty, on laisse entendre que cette affaire est partie d'une maladresse pédagogique. Et ça, c'est très dangereux. Ouais, c'est vrai. Et ce que fait Kafka dans ce si beau roman est si utile, toujours très utile, c'est de partir d'une calomnie. Et si on veut raconter cette histoire correctement, il faut partir d'une calomnie, c'est-à-dire de l'élève qui n'était pas dans la classe. Alors évidemment, on ne raconte pas du tout la même histoire. Et Joseph K. est mort presque, enfin pas de la même manière, mais... Comme un chien. Comme un chien, dit Kafka. Ouais. Et vous savez bien sûr que c'est le terme qui sera utilisé par Anzorov. Ben oui, j'ai exécuté un chien de l'enfer. C'est assez quand même, sans pousser la chose, c'est quand même hallucinant. Mais c'est tout le génie de Kafka. Et vous racontez aussi quelque chose dont moi ce qui m'a frappé dans votre bouquin, et là on l'oublie, parce que c'est important, c'est que vous dites que Samuel Paty avait déjà parlé de Jésus. Enfin, il avait critiqué dans le droit au blasphème la liberté d'expression, et il avait montré des dessins anti-Jésus, comme Charlie Hebdo en a publié alors des dizaines et des dizaines. Et là, apparemment, il n'y a rien eu là. Aucun problème. C'est là où on voit, si vous voulez, que les offenseurs sont des offenseurs professionnels. Il y a un très bon chercheur qui s'appelle Bernard Rougier et qui parle des entrepreneurs de colère. Ces entrepreneurs de colère, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils étaient très présents à Conflans-Sainte-Honorine et ils l'ont fait au nom de Allah. Moi, je parle de l'antiracisme islamiste, c'est-à-dire cette façon d'organiser une chasse à l'homme prétendument par attachement à l'antiracisme. Oui. Et presque au nom de la laïcité. Et presque au nom de la laïcité, oui, parce que Samuel Paty aurait mal enseigné la laïcité, qui serait en colère. Évidemment, c'est une farce. Ce qu'il voulait, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Vous pourrez toujours former les enseignants. Si on ne les défend pas quand ils sont attaqués frontalement, eh bien, les mêmes causes produiront les mêmes effets. En fait, on revient toujours, effectivement, à résistance, collaboration, lâcheté, passivité, pacifisme, etc. C'est extraordinaire. Hein. Au-delà de l'histoire, enfin, et ça, malheureusement, c'est un des récents exemples, mais c'est pas un exemple nouveau. À votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, de façon, soyons pas cyniques, mais est-ce qu'on peut dire, bon, il y aura 7 minutes de silence demain, etc., mais qu'en fait, ça n'a rien changé pour vous, David Dinota, ou pas? Écoutez, on dit il y a un avant et un après. Pour ne pas se payer de mots, il faudrait que l'éducation nationale fasse une autocritique sincère de son attitude de non-protection. Tant qu'il n'y aura pas une autocritique sincère, eh ben on exposera les professeurs actuels et futurs au même cauchemar. Ouais, il faut quand même dire que cette autocritique n'a jamais eu lieu. C'est certainement pas le rapport officiel de l'inspection générale qui nous le produit, puisque c'est un éloge de l'administration par elle-même. Oui, oui. Et c'est moralisateur, enfin, vous le citez dans votre livre. C'est surtout très abstrait, quoi. Ouais. Il n'y a rien de tout à fait. Et alors, il y a quelque chose de très remarquable aussi dans ce que vous avez écrit, David Dinota. Mais est-ce que je peux dire juste une petite chose sur le rapport officiel? Parce que je pense qu'il y a une anomalie dans ce rapport que personne n'a relevé, mais qui résume tout. Vous avez une phrase que je cite de mémoire, donc pardon pour la précision, où les rapporteurs du rapport officiel de l'inspection générale disent... Il est paru en décembre. C'est ça, très rapidement, et qui est public, hein, chacun peut le constater, le lire... et qui dit « Nous avons posé toutes les questions et toutes les réponses ont été apportées. » Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Bon. Et puis en même temps, si on se déplace au 13 octobre, c'est-à-dire le moment où Samuel Paty se rend au commissariat, il dit « Je n'ai commis aucune erreur, je n'ai commis aucune infraction dans l'exercice de mes fonctions. » Et comme par hasard, cette déclaration n'apparaît pas. La voix du premier concerné n'apparaît pas dans le rapport. Donc on fait le tour des choses, et on a fait le tour des choses, mais
à l'exception de la parole du professeur. D'une certaine manière, je dirais que cette anomalie résume toute l'histoire. Et vous le dites vous-même, et je termine là-dessus, et puis nous allons prendre les auditeurs, le trait le plus marquant du rapport officiel est l'évacuation complète de toute responsabilité doctrinale dans le déroulement des événements. Ce qui est arrivé est une tragédie, précisera le ministre de l'Éducation. Il s'agit d'une issue fatale, écriront à leur tour les rapporteurs. Voilà. Oui. On se retrouve juste après ceci. Et on continue d'en parler jusqu'à 14h avec vous qui nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez poser toutes les questions. Vous l'avez vu, David Dinota aborde tous les sujets sur la mort de Samuel Paty et toutes ces lâchetés autour de cette affaire. Vous avez la parole jusqu'à 14h et vous posez vos questions au 0826 300 300 à David Dinota. Et nous sommes avec Caroline qui nous appelle de Carcassonne. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour, on vous écoute Caroline. Je voulais réagir par rapport à ce que vous racontiez sur Samuel Paty, ce pauvre homme qui s'est retrouvé coincé dans une histoire terrible. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, un professeur qui ne fait que suivre le programme donné par l'école, et donc cette haine qu'il y a en France, ça fait peur, c'est terrible, on se pose des questions. Moi je suis mère de famille, mon fils est obsédé. Et au quotidien, il me raconte à quel point c'est difficile entre eux, quoi. Le dialogue, le fait de se rendre compte de la vérité. La société est tellement gangrénée que, voilà, du jour au lendemain, on se fait décapiter la tête. Et qu'est-ce que ça va être à la suite? Alors, est-ce que demain, quand ils vont faire la minute de silence, est-ce que tout le monde va réaliser à quel point c'est grave? Mais on va voir. Oui, et est-ce que nous, à ce moment-là, il fallait peut-être faire aussi la minute de silence, la faire à tout le monde, quoi. Oui, réaliser à quel point on est dans une société perturbée et que ça devient ingérable, quoi. C'est vrai ce que dit Caroline. On se demande si on n'aurait pas dû faire une minute de silence pour tout le monde. Je veux dire, quand je dis tout le monde, aux éléments, c'est symbolique aussi. David Dinota. Faire une minute de silence, c'est évidemment bien. Moi, je suis évidemment pour qu'on marque son respect pour Samuel Paty, mais c'est encore mieux d'analyser le silence de l'administration. C'est un acte d'analyse. Cet attentat nous place devant un devoir d'analyse, et on ne peut pas s'en remettre seulement à l'émotion. C'est clair. Mais vous voyez, tout le monde a l'inquiétude. Caroline, je partage tout à fait l'inquiétude de disent que ça ne va pas se renouveler, etc. Mais peut-être juste une petite précision. Ça nous donne l'occasion quand même de souligner le fait qu'il y a des parents d'élèves qui se trouvent être de confession musulmane et qui ont refusé de faire partie de la cabale, du piège identitaire dans lequel les islamistes à Conflans-Sainte-Honorine ont essayé de les faire tomber, et qui ont refusé de condamner le professeur parce qu'ils savaient qu'il avait bien fait son travail. Et il faut souligner ça. Oui, non, mais parce que vous le dites dans vos coins, l'un des islamistes ou père, je ne sais plus, dit mais alors vous n'êtes pas d'accord? Il dit non, on n'est pas tout d'accord. Je suis musulman, je suis parent d'élève, mais je ne suis pas du tout choqué par ce qui s'est passé. Exactement, et je ne rejoindrai pas votre cabale. Et je trouve qu'il faut saluer leur courage et leur lucidité. Absolument. Augustin. Merci Caroline de nous avoir appelés. Nous sommes avec Didier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Didier. Oui, bonjour Didier. Oui, bonjour à tous les deux. Je voulais juste intervenir après cette année où malheureusement Samuel est décédé, on va dire assassiné tout simplement. J'aurais voulu savoir, on arrive quand même à déterminer certaines chaînes de responsabilité. On est habitué à la lâcheté régulière de la part de l'Éducation nationale. Le ministère public était-il en mesure d'entraîner une action judiciaire pour non-assistance en danger auprès de l'Éducation nationale et de la principale? La question. Oui, intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part, David Dinota, de non-assistance à personne en danger? Certainement. Lorsque un professeur est pris en chasse par des islamistes et reçoit des menaces physiques personnelles, la première chose, c'est de lui offrir une protection personnalisé. Oui, il aurait pu avoir, comme beaucoup ont, un policier qui le suit ou quelqu'un. Oui. Malheureusement, puisque nous connaissons, et Didier Lemaire en est l'exemple, nous connaissons des professeurs qui sont sous protection policière simplement pour avoir dit la vérité, pour dire des évidences. D'accord, mais oui, allez-y. Oui, mais ce qui me surprend, alors je ne sais pas, est-ce que cette principale est toujours en poste?
Oui, elle est toujours en poste, je peux vous le confirmer. C'est quand même bien malheureux. Voilà. Plus au même collège. Mais je ne sais pas si c'est la principale responsable. Non, il faut du pas. jeu de mots. Je crois pas. Non, mais c'est toute une chaîne. Non. C'est toute une chaîne. Mais la chaîne, bon, je pense qu'elle part de la principale. Au-dessus, bon, il y a le rectorat, etc. Mais toute cette chaîne-là aurait dû être mise en cause, à mon avis. Oui, alors est-ce que quelqu'un, vous posez une bonne question, Didier, mais est-ce que quelqu'un a porté plainte? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une plainte? Ça, c'est au ministère public de voilà. porter plainte là-dedans, quoi. Le problème est là. Oui, écoutez, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de plainte David Di Nota. Je dois dire que je n'ai pas abordé cet aspect-là des responsabilités juridiques. Bon, j'ai essayé de décrire la logique de cet assassinat le plus honnêtement possible, mais c'est un aspect que je ne maîtrise pas, donc je ne suis pas placé sur ce terrain. Je dois vous répondre très honnêtement à cette question. Merci Didier. Merci. Merci à vous. Allez, au revoir. Merci Didier. Nous allons maintenant à Lyon avec Sarah. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Sarah. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Di Nota. Bonjour. Alors moi c'était plus pour une remarque, parce que moi je suis musulmane pratiquante, j'ai 32 ans, et je me souviens à mon époque quand on enseignait l'islam, mon prof d'histoire était vraiment passionné, puis il nous montrait des images aussi, et puis les quelques musulmans qu'il y avait dans la classe, on était presque fiers de pouvoir parler de l'islam, et ça se faisait vraiment un échange de, avec fierté, et puis on parlait avec les chrétiens, les athées, et puis à l'époque quand ils avaient le catéchisme, on regardait un DVD dans une autre salle, il n'y avait aucun souci. Absolument. Et en fait, c'était plus pour voir ce contraste de vraiment comme la société est devenue un peu violente, folle, et on peut plus communiquer. Et pareil, ça contribue toujours à stigmatiser les musulmans qui vivent très bien et qui pâtissent un peu de malheureusement ces meurtres ahurissants, quoi. Non, mais c'est. Puis la lâcheté aussi du gouvernement et de l'éducation qui soutient personne, quoi. Mais Sarah, on vient de parler, vous savez, des familles musulmanes qui ont refusé de rentrer dans cette cabale, dans ce contre Samuel Paty, qui ont dit non, on ne veut pas participer à ça. C'est toujours pareil, vous savez, c'est une question de se dire, et ça n'a rien à faire avec la religion en tant que telle, c'est l'instrumentalisation de la religion. Hein, c'est le courage personnel. Et puis c'est le courage personnel, voilà. Et là, absolument. Mais vous savez, madame, j'ai vécu la même époque où on en parlait sans aucune pression, et c'était une époque bien préférable à la nôtre. Ah bah oui, c'est clair. Merci Sarah. Voilà, c'était tout. Merci Sarah de nous avoir appelé un recadrage absolument nécessaire, et vous nous appelez au 0826 300 300 jusqu'à 14h pour réagir à cette affaire Samuel Paty. À tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio jusqu'à 14h, et nous sommes maintenant avec Martine qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour André Berkov. En préambule, je voudrais vous remercier pour toutes vos émissions. Merci. Qui devraient être d'utilité publique et sanitaire. Très bien. Je vais demander d'être remboursé par la sécurité sociale. Ouais. Oui. Martine, on vous écoute. Bon, mais écoutez, je voulais parler de notre quartier à Lille. À Lille, oui. Ah voilà, Lille Sud, quartier Moulin. Oui. Et j'ai connu ce quartier en 94 et on l'a quitté en 2006 parce que ça devenait épouvantable. En 94, on vit un peu le profil du quartier. C'était un quartier d'ouvriers. Un quartier populaire, il y avait une filature au bout de la rue. Oui. Et il se trouvait qu'il y avait beaucoup de retraités, donc le quartier petit à petit a changé de profil. De population un peu, tout ça. De population, voilà. Et petit à petit, du sud de la banlieue sont venus tous les dealers. On a vécu vraiment l'enfer au quotidien, même encore maintenant, quand j'en entends parler, je vous assure, de tout ce que les politiques ont pu mettre sous le tapis. Je trouve ça lamentable, parce que et des maires comme justement Gilles Platré, pour moi c'est un honneur qu'il parle, on dirait qu'il y a une espèce de parole qui se libère, et ça c'est salutaire, parce que tous les jours, c'était des bagarres rangées, des voitures brûlées, des menaces, on nous a menacés. Oui, toi, ta moto, on sait que tu as une moto, fais attention, on va te brûler ta maison. Je pouvais plus sortir mon chien, je n'avais pas le droit. Le trottoir n'était pas à moi, il était réservé aux dealers.
Ouais, dont parlait Gilles Platré et ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Et vous avez déménagé où? Vous êtes on est dans le Tarn-et-Garonne, près de Castel-Sarrazin. D'accord. Et d'ailleurs, hier, j'ai vu une émission avec le maire de Moissac qui relève des mêmes problèmes et c'est M. Romain Lopez qui commence... Donc vous dites, en fait, ce que vous dites, c'est que, voilà, Saint-Martin, c'est un peu partout comme ça et ça devient quelque chose d'insupportable, quoi. C'est insupportable, c'est traumatisant parce qu'on avait peur. On avait peur pour notre vie... au quotidien, quoi. Ils font la loi. Il y en a même un qui m'a dit: mais qu'est-ce que tu crois qu'on vient faire dans ton quartier, dans ton pays? On vient se faire de la thune. Et alors j'ai dit non à la ghettoisation, parce que c'est pas une ghettoisation dans le fait que c'est nous qui sommes partis. Oui, absolument. C'est ce on a fui la peur au quotidien. Quand vous rentrez chez vous et que vous avez la peur au ventre, c'est tolérable. Alors, David Dinota, au fond, il n'y a pas qu'à Conflans-Sainte-Honorine. Hein. Enfin, ça, c'est encore un autre problème, mais ce que dit notre auditrice, il y a un climat. Alors, une des joies, au cours de mon enquête, j'ai évidemment interrogé beaucoup de professeurs. Ils savent très bien de quoi je parlais lorsque je restituais cette transaction qui fait que le professeur, c'est la variable d'ajustement pour calmer les parents, les offensés professionnels. Ils savaient très bien de quoi je parlais. Et Samuel Paty est évidemment très au courant de cela. Et il faut bien dire que c'est dans toute la France. Hein, ce n'est absolument pas propre aux Yvelines et absolument pas propre à Conflans-Sainte-Honorine. Ce n'est pas un fait particulier, pas davantage que c'est une suite d'événements malheureux. Mais depuis quand, justement, alors, depuis quand, enfin, sans une date précise, les parents d'élèves sont devenus, avant, effectivement, enfin, pour caricaturer, hein, quand un professeur engueulait un élève, le parent l'engueulait 3 fois plus, en disant, écoute, il y a une autorité, etc. Qu'est-ce qui a basculé et quand ça a basculé? Que les parents sont devenus l'enfant au centre, effectivement, de l'école, et les parents auxiliaires des enfants, et surtout les premiers à se plaindre et à être les victimes elles-mêmes. C'est vrai. Par rapport aux professeurs. Je crois que c'est une évolution pédagogique qui a été très bien identifiée par Jean-Claude Milner. Hein, donc je cite son livre De l'école, qui est un excellent livre que je trouve très monitoire. Parce qu'il a très bien compris qu'en ouvrant l'école à tout vent, hein, on parle d'école ouverte aujourd'hui, eh bien on fait rentrer les rumeurs parentales dans la salle des classes. Si vous voulez, je vais lire le passage que vous avez cité vous-même. Je vous en prie, parce que c'est très important. Voilà ce qu'il écrit en 1984, Jean-Claude Milner. À force d'ouvrir l'école aux parents et de transformer les maîtres en famille, les inventeurs de la communauté éducative ont simplement rassemblé et confondu 2 pouvoirs. Désormais, aucun enfant ne pourra se protéger par l'école du regard de ses parents, ni l'inverse. Du même coup, chacun est voué à la perpétuation de la rumeur familiale dans l'école, et de la rumeur éducative dans la famille. Est-ce que c'est pas un extrait formidable? Ça résume Conflans-Sainte-Honorine, 20 ans, plus de 20 ans. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que les parents, l'enfant est entré dans l'école, certes, la parole de l'enfant prime à l'école, et la parole des parents qui épouse celle de l'enfant. La rumeur, hein, le mot rumeur est dit. Et donc, qu'est-ce que fait le professeur? Eh ben, il doit désormais se justifier d'une rumeur qui se crée en dehors de la classe. Oui. C'est une situation absurde. C'est l'ère du soupçon. C'est lui qui est soupçonné. C'est l'ère du suspect. Je dirais, vous savez, avec la terreur vient toujours la loi des suspects. Et aujourd'hui, la loi des suspects, c'est l'islamophobie. Bon, donc si vous voulez, il est suspect d'islamophobie et il doit en répondre à cause d'une rumeur qui s'est créée en dehors de sa classe. C'est une situation insupportable pour un professeur. Et un certain nombre de gens la vivent au quotidien. Merci Martine de nous avoir appelés. Nous sommes maintenant avec Marie qui nous appelle d'Île-de-France. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Bonjour Monsieur Berkoff, merci pour vos émissions. Je voulais vous faire part de ce que je constate dans mon entourage, les enseignants de mon entourage qui en ont tous ras-le-bol et qui veulent quitter l'éducation nationale. Certains y arrivent, d'autres pas. Non pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier,
Ils aiment leur métier, ils aiment les enfants, hein, et ils le font intelligemment, mais à cause du manque de soutien de l'administration. La plupart des chefs d'établissement ne soutiennent pas leurs enseignants, leur personnel, contre les accusations frauduleuses, on l'a vu, hein, les accusations menteuses de certains élèves ou de certains parents. Donc, dans mon entourage, je vois des témoignages d'enseignants qui mettent une punition, ils reviennent de chez le directeur, et la punition est retirée. Ah ouais. Vous avez beaucoup de témoignages dans votre entourage de gens qui disent voilà, on ne peut plus rien faire, quoi. C'est ça. Oui, on est c'est très vrai ce que vous dites, madame. C'est très juste. Voilà. Oui, très juste. Moi, j'ai fait le même constat lors de mes interviews. C'est tout à fait juste. Mais cette bienveillance truquée. Juste un mot, David Dinotin, ne pas pense, Marie. Vous avez aussi, elle dit quelque chose quand même d'assez, énorme, d'assez fort. C'est le moins que l'on puisse dire. Un prof décide de. Par exemple, mal noter un devoir parce qu'il est effectivement mauvais. Oui. Eh ben, vous avez une administration qui veut lui dire, écoutez, non, vous pouvez pas faire ça, notez-le mieux. Un peu plus, Voilà. C'est-à-dire que l'administration intervient auprès du professeur, alors que le professeur juge en son âme et conscience de pédagogue, et on dit non, ça va pas, haussez-moi ça, quoi. Exactement. C'est une pratique courante. Et il faut voir aussi comment sont recrutés les directeurs d'établissement. Hein. Je suis pas sûre que ce soit parmi les enseignants les plus attentifs, les plus scrupuleux. C'est une grosse administration, l'éducation nationale, qui n'est plus nationale, il paraît d'ailleurs. Et c'est pas facile à tenir, mais c'est tout de même assez monstrueux que l'administration ne soutienne pas son personnel, hein, et soutienne des enfants. Un de mes amis, par exemple, était en dépression sa dernière année de carrière parce qu'il juste à cause d'un élève et de l'administration qui ne le soutenait pas. D'accord. C'est très juste. Ok, Marie, merci. Merci, Voilà. c'est très juste. Et merci pour vos émissions, monsieur. Merci beaucoup, Marie. Et nous sommes maintenant avec Jean-Claude qui nous appelle de l'Essonne. On va décidément faire le tour de France sur cette émission. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité. Bonjour. Écoutez, j'ai peut-être un peu choqué en disant que demain, je ne ferai pas de minute de silence. Non, je la ferai pas. Je la ferai pas et je vais vous dire pourquoi. Oui. Non pas que, parce que pour moi, l'assassinat de M. Samuel Paty, c'est quelque chose qui me reste à travers la gorge, parce que c'est un enseignant, et normalement un enseignant, par définition, il ne doit pas être assassiné, il apporte quelque chose. Mais je vais vous dire, je crois qu'en France, et ça je m'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, que j'entendais ce matin sur notre radio, on peut se réjouir de beaucoup de choses, mais je pense que il y en a assez en France des marches blanches. Il y en a assez des minutes de silence. J'en ai fait. J'espère ne pas en faire d'autres, et c'est ça que je souhaiterais. Il faut arrêter les marches blanches et les minutes de silence. Il faut anticiper. Et moi je dis qu'un professeur, quel qu'il soit, histoire, géographie et pourquoi pas français, je trouve que ces gens-là maintenant, ils vont travailler la peur au ventre. Alors je vais vous dire une chose, et votre invité qui est là sur le plateau, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai été père de famille, je suis grand-père, j'ai des petits-enfants. Moi ce qui m'interroge maintenant, c'est que nous avons des hommes politiques, peu importe, qui sont accompagnés au quotidien de garde du corps et tout ça, ceci, cela, parce qu'on pense qu'ils vont déraper, et peu importe. Et un enseignant, vous pensez que quand il arrive le matin au collège, au lycée, qu'il a un programme qu'il respecte, mais il a le droit aussi d'essayer de parler d'intelligence avec ses élèves et d'avancer un petit peu dans le débat. Et d'esprit critique, et de leur enseigner l'esprit critique, etc. Et ça me fait mal, c'est pour ça que je dis non, arrêtez les minutes de silence. Alors, par contre, je préférerais que demain, voyez-vous, M. Blanquer nous ait dit, oui, le ministre de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale fera une minute de silence pour son professeur, qu'il n'a peut-être pas accompagné.
Oui, écoutez, Jean-Claude, je crois que les paroles de Jean-Claude sont assez nettes. Mais absolument, Jean-Claude, c'est pas le fait d'allumer des bougies qui protégera les prochains professeurs de passer par le même cauchemar qu'a été celui de Samuel Paty. C'est qu'en analysant et en analysant honnêtement cette logique-là qu'on pourra espérer l'interrompre, la suspendre. Mais c'est pas en jetant le déni sur la logique qu'on le fera. Donc vous avez tout à fait raison. Ce qui a été vrai d'ailleurs pour toutes ces défilés de les fleurs, les bougies, imagine de John Lennon, à chaque fois qu'il y a eu le Bataclan, Charlie Hebdo, etc. On se réunit et on fait We Are the World et voilà. L'émotionnel ne remplacera jamais l'analyse. Et je dirais surtout ne remplacera jamais l'action. Aussi. Merci. Et il y a une seule action à faire, puisqu'il vous reste un quart d'heure pour nous appeler au 0826 300 300 et poser vos questions à David Dinota ou intervenir sur ce sujet, la mort de Samuel Paty. Nous allons maintenant en Moselle avec Nadine qui souhaite intervenir. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et puis, je vous remercie de m'avoir donné la parole et ça fait du bien d'avoir le droit, ne serait-ce que d'aborder ce sujet. Eh ben, vous l'avez. Oui, je vous remercie. Alors moi, je vous téléphone en tant qu'étudiante. J'ai repris mes études, j'avais 40 ans après un divorce, et j'ai pris des études à l'université de droit, et j'ai été expulsée de cette université pour 2 années sur lettres anonymes. Il y a eu 10 lettres anonymes, parce que j'avais un chargé de TD en droit pénal qui ne supportait pas ma présence, parce qu'il pensait que je n'avais pas le droit d'avoir une deuxième chance dans ma vie. Donc il y a eu 10 lettres anonymes, j'ai eu une expulsion de 2 ans, je suis en procédure pour harcèlement à l'université, et c'est toujours en cours, c'est pour ça que je dirais... C'est dans quelle région? On ne vous demande pas le nom, mais dans quelle région? Dans l'Est. Dans l'Est, d'accord. Okay. Oui, voilà. Et c'est toujours en cours, et j'ai dû partir au Canada faire mon cursus universitaire parce qu'en France, je n'avais pas le droit de le faire. D'accord. Et je trouve ça lamentable. Et j'avais des enregistrements qui prouvaient que je n'ai jamais dit quoi que ce soit. Mais on vous reprochait quoi? Attendez, Nadine, les lettres anonymes, vous reprochez quoi? Que j'avais tenu des propos racistes envers des musulmans. Voilà. Ah, que vous avez tenu des propos racistes, d'accord. Voilà, et moi j'ai toujours enregistré mes cours sur clé USB parce que je les réécoutais à la maison et j'ai transmis tous ces cours et j'avais aucun propos raciste le jour et l'heure où on m'accusait d'avoir dit ces propos. Donc j'ai transmis cette clé USB au conseil disciplinaire, je suis passée au conseil de disciplinaire 2 fois, ils n'en ont pas tenu compte, j'ai eu une exclusion de 2 ans alors que j'ai pu prouver que j'étais de bonne foi. Voilà ce qui se passe dans les universités en France aujourd'hui, la pression qu'on a. Voilà, écoutez, c'est un témoignage en tout cas, et on le prend comme tel, effectivement, c'est un vrai, surtout sur l'être anonyme, c'est, voilà, on retrouve des bonnes habitudes. Voilà, tout à fait, et c'était ça que je trouve choquant et que je voulais absolument signaler, qu'on peut être exclu dans une université française de droit sous lettre anonyme. Eh bien écoutez, c'est fait, merci Nadine. Augustin. Absolument, nous avons d'autres appels, nous allons dans les Hauts-de-Seine avec Benoît qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Benoît. Oui, bonjour Benoît. Benoît, ah non. Non, bah Benoît, écoutez, les points là. On va appeler Alexis qui nous appelle d'Occitanie. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais réagir parce que je voulais dire finalement aux Français qu'ils ne se fassent pas d'illusions parce que il y a une nécessité pour les puissances financières de faire en sorte d'accepter les forces nécessaires, les populations venues en majorité des pays anciennement coloniaux, parce qu'il y a énormément de trafic et de finances à faire, de pillage, on va dire entre guillemets, des ressources. Ils vont jamais lâcher l'affaire. Donc, malgré tout ce qui va se passer, que ça soit manipulé ou pas, tous ces trucs islamistes, ils vont pas faire en sorte que tout cela s'arrête. Ça doit passer. Tout ça se fera sur l'argent public et à l'insu des Français. Qu'ils ne se fassent pas d'illusions, il n'y aura rien de fait. Jamais rien. Il y a trop d'intérêt en jeu. Oui, vous voulez dire sur l'immigration, etc., sur le flot de migration. Et tout ce qu'elle nous impose par ailleurs. Parce qu'en fait, ils veulent faire certainement une sorte de pseudo-entité, une pseudo parce qu'elle ne se fera jamais vraiment, pour une fusion en force, quoi.
pour pouvoir finalement purger un excédent de population dans ces pays-là qui risque de faire ombrage aux intérêts en question, et on les ramène chez nous. Mais les Romains et les Babyloniens le faisaient déjà. On le ramène chez nous aux frais du contribuable. Donc les gros capitalistes ne payent pas dans cette histoire, mais par contre ils encaissent. Donc je pense qu'il n'y a aucune illusion à se faire, quoi. Bah écoutez, j'espère qu'il y aura quand même non pas des illusions à se faire, mais des résistances, des actes à construire. C'est ça le problème. Alors effectivement, l'avenir n'appartient à personne, mais on va voir. C'est effectivement cette histoire d'immigration. D'ailleurs, vous en parlez en fait. Votre livre n'est pas là-dessus du tout, David Di Nota. Mais quelque part en dessous, il y a ça en filigrane. Je ne sais pas si le problème de l'immigration est en filigrane. Non, je ne parle pas de ça. Non, absolument. Ce que je peux remarquer, c'est que Anzorov, par exemple, a été... Tchétchène, l'assassin. Voilà, l'assassin a été accueilli en France pour qu'il ne souffre pas de persécution. Et toute l'ironie de la chose, c'est que, évidemment, il était de confession musulmane. Donc, si la France était si raciste que cela, elle n'accueillerait pas des familles tchétchènes qui ont souffert de persécution. Et non seulement ça a accueilli ses parents, et lui est arrivé à 6 ans au nom du regroupement familial. C'est bien ça, oui. Et toute l'ironie, c'est que, évidemment, il va renverser cet accueil en acte d'agression. Et je dirais que c'est toujours ça qui se passe. Et moi, je suis absolument fasciné du fait, enfin fasciné, je ne sais pas si c'est le mot, que la France du regroupement familial, la France qui accueille quand même des centaines de milliers de gens au temps du droit d'asile, et le droit d'asile c'est très bien, mais enfin, soit traité par certains pseudo-intellectuels ou autres de racistes systémiques. C'est la France, franchement, dans les pays du monde, si on faisait l'inventaire de racisme systémique, je crois qu'il y aurait un certain nombre de dizaines de pays qui passeraient avant la France. L'idée de racisme systémique est une arme de guerre, comme la notion d'islamophobie. C'est une arme de guerre et il faut être, vous avez raison monsieur, d'être extrêmement lucide sur le jeu qu'une certaine frange des islamistes, enfin les islamistes en général, mais en particulier les frères musulmans et les salafistes, utilisent pour déstabiliser non seulement la France, non seulement la République, mais en réalité toutes les sociétés séculières. C'est ça qu'il faut bien voir, c'est que c'est un problème qui dépasse très largement le cas français. Je cite le cas du chantage qui est exercé sur un professeur parce qu'il montrait sur un cours sur le blasphème à Londres, une caricature de Charlie Hebdo à la Batley Grammar School, et qui est exactement la même histoire, quelques mois plus tard, exactement la même histoire que, à la fin près, heureusement, que Samuel Paty. Or, l'Angleterre, évidemment, ne répond pas du tout aux mêmes critères que la laïcité française. Donc, ce qui est visé, c'est pas la laïcité française, c'est pas elle qui est la cause de tous nos malheurs, puisque c'est le même chantage qui s'exerce dans toute l'Europe. Donc, il faut bien voir que ce qui est visé, c'est les sociétés séculières, c'est-à-dire les sociétés qui disent qu'on a le droit de croire ou de ne pas croire, mais on n'a pas le droit de menacer quelqu'un au nom de sa croyance et de ses interdits religieux. C'est aussi simple que cela. Tout pour l'individu, rien pour la communauté. Ça, c'est le principe français. C'est le principe français. De l'émancipation. Qu'est-ce qui est arrivé à ce professeur anglais ? Eh bien, malheureusement, et je le suis de près parce que c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, il a été exfiltré de son collège et le principal du collège... Parce qu'il a montré une page de Charlie Hebdo. Exactement. Et vous avez quelque chose, un parallèle qui est extrêmement important, c'est que les élèves, encore une fois, ont dit, mais attendez, on n'était pas du tout choqués, c'est pas du tout un acte qui a été choquant pour nous. Vous avez beaucoup de témoignages d'élèves qui le disent. De Londres, enfin de la Grammar School. Exactement, et qui ont pris la défense de leur professeur. Alors que les adultes accusaient l'enseignant, les élèves ont pris la défense. Ce sont les rares qui ont pris la défense du professeur. Et donc il a été exfiltré avec toute sa famille. Exclu, quand même, voilà, exclu, exfiltré même. Et il est où maintenant ? On ne sait pas. C'est allé jusque-là. Ah, mais ça va jusque-là. Il y a des menaces de mort. Mais absolument. Et vous avez donc les mêmes islamistes qui viennent faire exercer ce que j'appelle moi un chantage au respect. Si tout ne nous respecte pas, eh ben, on te casse la gueule. C'est ce niveau-là. Il faut bien comprendre qu'on est à un niveau qui consiste à confondre complètement. Vous savez, on a souvent parlé de pas d'amalgame. Il ne faut pas dire que tous les musulmans sont des islamistes. Ce qui est une évidence. C'est une évidence que tous les musulmans ne sont pas islamistes et que la grande majorité des musulmans vivent très très bien et avec beaucoup de en paix leur religion dans l'espace privé. Donc
c'est pas ça l'amalgame. Le vrai amalgame, c'est l'amalgame qui consiste à dire, puisque je crois en Dieu, j'ai des droits sur toi, j'ai le droit de te menacer, etc. Donc c'est l'amalgame entre la violence et le caïda, je dirais, la violence et la religion. Et je terminerai vraiment par cette phrase du grand humoriste Alphonse Karr, à l'occasion du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France. Il disait, oui, la peine de mort, je suis contre, mais que messieurs les assassins commencent. Et aujourd'hui, qui prononce la peine de mort ? Merci beaucoup en tout cas David Dinota. Je rappelle le titre de votre livre, J'ai exécuté un chien de l'enfer, rapport sur l'assassinat de Samuel Paty, et c'est aux éditions du Cherche Midi. Et puis il me reste 20 secondes, donc ce qui me permet de rajouter que vous faites une rencontre signature le 23 octobre à 15h à la librairie Gilbert Joseph de Saint-Germain-en-Laye. Vous pouvez retrouver cette interview sur YouTube et continuer comme tous les jours de nous appeler au 0826 300 300. Et puis tout de suite, Brigitte Lahaie va parler des addictions. Merci beaucoup.